Il a longtemps nié toute crise humanitaire à Gaza. Il prétend maintenant vouloir l'éviter, mais seulement pour, dit-il, garder sa liberté d'action opérationnelle. Benyamin Netanyahou se sait scruté par la communauté internationale, jugé sévèrement par certains même de ses alliés occidentaux pour son entêtement à vouloir réoccuper Gaza. Alors le Premier ministre israélien fait mine de donner des gages. Il consent à un cessez-le-feu, mais seulement temporaire et à la condition qu'il permette la libération de tous les otages. Vous nous direz si des négociations sont possibles et avec quelle perspective d'arriver à un accord. Yasmina Asrarguis, chercheuse associée à l'université de Princeton, spécialiste des relations israélo-arabes. Mais d'abord, revenons au nouvel objectif dévoilé cette semaine par Israël, occuper totalement Gaza. Une prise de contrôle qui passe par une intensification des combats, tandis que dans le même temps, l'État hébreu a laissé plus d'une centaine de camions d'aide humanitaire pénétrer dans l'enclave pour la première fois depuis le début du blocus, il y a déjà 2 mois et demi. Arnaud Miguet pour France Télévisions. Les chars israéliens se déploient pour faire usage de la force. Et les troupes au sol gagnent du terrain. Une offensive d'envergure à terre et dans les airs, drones ou hélicoptères. Pour une nouvelle stratégie. Les combats sont intenses et nous progressons. Nous prendrons le contrôle de tout le territoire de Gaza. C'est notre but. En 1 an et demi de guerre, Israël a déjà pris le contrôle de 70% du territoire de l'enclave, mais veut aller plus loin. Avec dans un premier temps la conquête de ces zones en rouge pour couper Gaza en 3. Les premiers camions d'aide humanitaire sont arrivés dans la nuit, avec de la farine. Il n'y en avait plus depuis des mois dans la bande de Gaza. Alors cette boulangerie a retrouvé du service. Elle n'avait pas fonctionné depuis avril, faute de stock. Aujourd'hui, on refait ici du pain, mais en trop petite quantité. Ce que nous avons reçu ici n'est pas suffisant. Il y a 2 200 000 personnes à Gaza et quasiment tout le monde dépend de l'aide humanitaire. Depuis près de 3 mois, Israël bloquait toute entrée d'aide humanitaire dans Gaza. Et comment réagit-on à ces différentes décisions du côté de Jérusalem, Stéphane Amar? Écoutez, je dirais qu'ici, en Israël, il y a un consensus. Environ 70% des Israéliens estiment qu'il faut mettre fin à la guerre, mais à une seule condition, c'est le retour des otages détenus dans la bande de Gaza. Je vous rappelle qu'il y a encore une soixantaine d'Israéliens entre les mains du Hamas, dont une vingtaine seulement seraient encore vivants, selon ce qu'a affirmé Benyamin Netanyahou cette semaine. Alors les images que l'on voit à Gaza, cette question autour de l'aide humanitaire, bien sûr, on voit ces images et on se pose ces questions ici aussi, mais globalement, l'opinion israélienne, majoritairement encore une fois, est assez indifférente à la souffrance palestinienne, comme si les massacres du 7 octobre avaient laissé une trace indélébile. Alors il y a eu tout de même quelques manifestations la semaine dernière pour les enfants de Gaza. Il y a aussi quelques manifestations pour demander de laisser passer plus d'aide humanitaire. Il y a eu les déclarations très dures de Yair Golan, le chef du Parti travailliste, contre le gouvernement israélien. Mais cela reste relativement marginal, minoritaire. Globalement, encore une fois, la population israélienne est surtout préoccupée par le sort des otages et bien sûr des soldats qui se battent à Gaza. Yasmina Asrarguis, Benyamin Netanyahou a dit qu'il ne laisserait rentrer qu'une aide minimale à Gaza, et ce afin de ne pas s'aliéner le soutien des États-Unis et de ses alliés européens. C'est une stratégie cynique clairement assumée aujourd'hui? Le message de Donald Trump vis-à-vis de la stratégie de Benyamin Netanyahou a été très clair. Il l'a donné à Riyad sur scène face à MBS et l'ensemble du leadership saoudien en disant que le temps du néoconservatisme où l'on essayait d'apporter la paix en créant des invasions et en bombardant certaines zones est terminé. Donc Trump a présenté Benjamin Netanyahou comme étant anté-historique, comme appartenant au monde d'hier, et lui voit aujourd'hui une région où il espère se positionner en peace builder et celui qui ramènera la paix. Oui. Et donc Benjamin Netanyahou, si vous voulez, ne rentre pas ni dans la stratégie, ni dans les intérêts à date du président Donald Trump. Benjamin Netanyahou doit donc se conformer désormais à l'impératif humanitaire qui semble même être aujourd'hui l'une des préoccupations américaines, une des nouvelles préoccupations de Washington. Alors, la stratégie qui est en train d'être mise en place, c'est celle de repenser la philosophie
de l'action humanitaire dans la bande de Gaza. Historiquement, l'aide humanitaire telle que l'ONU l'offre aux populations en besoin est une aide qui se veut apolitique, à savoir que les humanitaires discutent, peu importe la politique, les mercenaires, et négocient avec eux pour avoir accès aux populations en besoin. Aujourd'hui, ce que les Américains et les Israéliens essayent de faire, c'est de conditionner l'aide et s'assurer que celle-ci ne tombe pas soit dans les mains de certaines mafias ou mercenaires actives aujourd'hui à Gaza ou dans les mains du Hamas. Donc face à cette impossibilité, si vous voulez, de créer une ONG hier pour la déployer sur le terrain aujourd'hui, vous avez l'ONU, de nouveau, qui vient aujourd'hui avec 10 000 camions qui sont stationnés à la frontière. Hier, ils ont réussi à faire enterrer 87 camions dans la bande de Gaza. Et la question, ça va être une question de logistique. Oui, parce que le Programme alimentaire mondial qui doit distribuer ces aides, justement, le fait au compte-gouttes aujourd'hui. Il est entravé dans son action à Gaza. Alors aujourd'hui, il parle de gouttes dans l'océan parce que la capacité de déployer et de pénétrer certaines zones avec des populations qui ont été déplacées dans le sud de Gaza est extrêmement difficile. Donc ces humanitaires qui ont une immense expérience en zone de guerre et en zone de crise manquent d'informations sur le terrain, à savoir comment naviguer, où déployer l'aide, où sont les poches précises où l'aide peut être distribuée. Et donc, avec cette difficulté de cartographier la démographie, mais aussi de cartographier le sol, à savoir que les routes sont difficiles à travailler pour ces camions, etc. Donc, effectivement, la logistique est le nerf de la guerre pour ces humanitaires à Gaza. En ne laissant passer qu'une centaine de camions par jour aujourd'hui, c'est 1/5 du trafic d'avant la rupture du cessez-le-feu au mois de mars. Benyamin Netanyahou maintient la population de Gaza à peine au seuil de survie. Quel est son objectif d'après vous ? Son objectif, il est de faire pression avant tout sur la population civile. Sauf qu'en réalité... Pourquoi ? Pour qu'elle manifeste à nouveau contre le Hamas ? On ne sait pas dire. Aujourd'hui, la stratégie, on sait très bien qu'elle doit se jouer au niveau du leadership. Le leadership du Hamas est extrêmement affaibli. La guerre contre le terrorisme a été gagnée, que ce soit au Liban ou aujourd'hui dans la bande, où on estime à moins de 5 personnes les leaders du Hamas vraiment présents à Gaza. Donc la priorité, elle est celle de, aujourd'hui, sauver la population. Mais la question de la gouvernance va arriver très très vite, que ce soit sur l'enjeu de l'humanitaire ou de la bonne gouvernance de Gaza dans l'après-guerre. On est là dans une question fondamentale qui se pose dès à présent parce que aucune administration n'est capable d'accompagner le gouvernement, ne serait-ce que dans la distribution de l'aide alimentaire, des kits de soins pour les hôpitaux et les personnes qui en ont aujourd'hui besoin. Alors c'est une question qu'on va aborder effectivement ensemble par la suite. Voyons d'abord à quoi sont confrontés justement les humanitaires aux prises avec le quotidien à Gaza, c'est-à-dire ces bombardements fréquents dans une bande de terre très peuplée, la plus densément peuplée au monde et où l'on manque de tout. C'est un reportage pour France Télévisions d'Arnaud Miguet. Ambulancier secouriste à Gaza, un métier à risque. Fares Afana a 53 ans, son quotidien est rythmé par les bombardements. Ça fait 1 an et demi et honnêtement, c'est dur. Avec tout ce que nous voyons, nos cœurs saignent. Mais on n'a pas le choix, il faut tenir et faire notre travail. Il y a quelques jours, une frappe israélienne détruit un immeuble de plusieurs étages. Des habitants sont coincés dans les décombres. Il y a des morts, des blessés, pris en charge par le secouriste et son équipe du Croissant Rouge. Poussez-vous, poussez-vous! On vient de sauver des décombres une petite fille de 12 ans. C'est un miracle, elle respire encore. Fares Afana fait ce métier depuis 20 ans. Selon l'ONU, plus de 1000 secouristes ou personnels soignants ont été tués à Gaza depuis le début de la guerre. Et on vient de le voir dans ce reportage, Tsahal avance. Quelle est la stratégie d'Israël? Comment l'armée a progressé à Gaza, Maya Nessiatagen?
Alors vous allez voir sur cette carte, tout d'abord, il y avait la zone tampon à la frontière entre Gaza et Israël qui va apparaître en jaune puis en orange. Mais depuis la rupture du cessez-le-feu par Israël le 18 mars dernier, vous allez voir des quartiers apparaître en jaune puis en orange. Ce sont des quartiers dont les Gazaouis sont censés évacuer. Ils sont sommés d'évacuer et donc de faire un choix entre s'entasser dans 30% du territoire actuellement autorisé par l'armée israélienne ou alors risquer les frappes israéliennes meurtrières pour les civils et qui s'intensifie avec l'opération Chariot de Gédéon. Cette opération, elle repose, je vais vous montrer une autre carte, notamment sur ce qu'on appelle les corridors. Il y en a 5 et notamment celui de Mora que vous voyez au sud. Il est récent et on a pu observer sur des images satellites une stratégie de l'armée israélienne qui consistait à détruire méthodiquement les différents bâtiments autour de ce corridor de Morag. Alors à quoi sert-il? Selon l'armée israélienne, il s'agirait de couper les tunnels du Hamas, mais selon d'autres journalistes israéliens, eh bien, il s'agirait plutôt de pousser un morcellement volontaire du territoire dans le but d'appuyer la doctrine de l'immigration volontaire. Il s'agirait de concentrer toute la population gazaoui entre ces deux zones, donc entre le corridor de Morag et la frontière égyptienne. Il y a quelques semaines, c'est le ministre des Finances israélien d'extrême droite lui-même qui en parlait et qui donnait même un calendrier. Ce serait chose faite selon lui sous 6 mois. Yasmina Asrargis, il y a donc cette idée de couper Gaza en 3 et de concentrer l'essentiel de la population dans l'extrême sud de l'enclave, c'est-à-dire tout près du terminal de Rafah et de la frontière donc avec l'Égypte. Qu'en pense l'Égypte justement? Alors, que ce soit l'Égypte ou la Jordanie, en réalité, nous sommes sur deux acteurs qui n'ont pas de velléité à parler extrêmement fort vis-à-vis du Premier ministre Netanyahou, puisqu'ils souhaitent préserver une relation à peu près stable. Donc aujourd'hui, les personnes qui sont en première ligne en termes de négociation, c'est véritablement le Qatar, les Émirats et l'Arabie Saoudite qui a profité du voyage de Donald Trump la semaine dernière pour faire passer des messages très très forts concernant l'invasion à Gaza et la question de la possible normalisation israélo-saoudienne qui n'est plus à l'agenda. Donc aujourd'hui, vous avez l'avenir de Gaza en réalité ne se décide ni aux frontières ni à Gaza, mais les conversations sont à Doha et bientôt à New York. Doha, New York, on évoque aussi les Émirats arabes unis. L'encre des accords d'Abraham est encore fraîche. Est-ce qu'Israël ne risque pas de dilapider en fait le capital engrangé vis-à-vis des Émirats arabes unis, vis-à-vis d'Abu Dhabi? Alors, la semaine dernière, vous avez eu une conversation assez inédite depuis la récente séquence d'invasion de la bande. Une conversation entre le ministre des Affaires étrangères émirati et le ministre des Affaires étrangères israélien. Et suite à cet appel, les Émirats ont pu envoyer une aide alimentaire qui est absolument homéopathique au sein de la bande. La question est celle de la confiance. Aujourd'hui, les États arabes vis-à-vis de leurs partenaires israéliens et Netanyahou, évidemment, la coopération ne sera plus jamais la même. Il y aura un avant et un après le 7 octobre et il y aura un avant et un après invasion de Gaza. Et Trump, aujourd'hui, est parfaitement convaincu de la problématique qui se pose et que la paix au Moyen-Orient ne pourra advenir tant que Netanyahou est encore au pouvoir. Ah oui, et donc l'arrivée de Bennett potentiellement dans 1 an de Naftali Bennett est déjà ce à quoi énormément de personnes travaillent et s'agitent et travaillent à faire advenir quelque part. Je voulais vous demander quand même, parce que vous évoquez l'Arabie Saoudite, on évoque ces États arabes, il y a une réunion, une conférence de l'ONU qui doit se tenir en juin, initiative conjointe franco-saoudienne, à l'occasion de laquelle le président français Emmanuel Macron avait semblé conditionner la reconnaissance d'un éventuel État palestinien à celle, par un ensemble d'États arabes, de l'État d'Israël. Aujourd'hui, on en semble très très loin, non ? Nous en sommes loin et les conversations portent exclusivement sur la question du futur État palestinien et créer les bonnes conditions pour que celui-ci puisse être notamment reconnu à New York, mais surtout soutenu dans sa gouvernance, dans la phase de désescalade, de démilitarisation de ce qui serait une démilitarisation complète du Hamas, puis l'établissement d'une administration et d'une bonne gouvernance qui serait dans les premiers mois et les premiers jours porté évidemment par le parti du Fatah et la personne de Mahmoud Abbas au sein d'une autorité palestinienne qui est appelée
à gouverner potentiellement la bande de Gaza. Donc ça, c'est un scénario. Un second scénario qui est également aujourd'hui évoqué serait celui de la démilitarisation du Hamas, avec un rôle exclusivement politique sur le modèle syrien, si vous voulez. Face à cette proposition, les Israéliens sont absolument en désaccord et ne souhaitent pas, pas de rôle du tout pour le Hamas. Ne souhaitent pas que le Hamas fasse partie de l'avenir de la bande de Gaza. Cette conférence, elle ne vient pas trop tôt quand même? Cette conférence, elle a le mérite de ramener des acteurs à la table et d'élargir la conversation à des pays notamment de la région. Donc on a vu la semaine dernière notamment une conférence au Maroc sur la question de la solution à deux États et donc créer les conditions pour que celle-ci advienne. La France mène également un réel travail avec l'Arabie saoudite et toutes ces opportunités et initiatives viennent renforcer le véritable enjeu qui est demain quel leadership palestinien pour quelle région, que ce soit à Gaza ou à Ramallah. En tout cas, faute de perspectives politiques claires, cette nouvelle offensive à Gaza déroute certains soldats. Si l'armée israélienne ne communique pas de chiffres, de plus en plus de réservistes mobilisables jettent l'éponge. 3 d'entre eux ont accepté de témoigner auprès de nos confrères de France 2. Ils ont décidé de tourner le dos à la guerre à Gaza. Ces réservistes ne reprendront plus les armes. Pour eux, cette offensive est aujourd'hui inutile. Ils s'appellent Or, Nir et Max et ont accepté de nous parler. Comme toutes les semaines, manifestation contre l'offensive israélienne dans l'enclave. Max Krech répond toujours présent. Pourtant, après les massacres du Hamas du 7 octobre, ce sergent de l'armée de réserve n'hésite pas un instant. Dès le 7 octobre, j'ai repris les armes. Il était très clair qu'il fallait que je serve mon pays et que je fasse le maximum pour protéger les citoyens israéliens. Pour lui, comme pour beaucoup d'Israéliens, c'est devenu une guerre de vengeance. Et ils accusent le Premier ministre Benjamin Netanyahou de faire passer désormais le sort des otages au second plan. Sur les 300 000 réservistes mobilisables, combien sont-ils aujourd'hui à dire non? L'armée ne communique pas de chiffres, mais ils sont de plus en plus nombreux. Hôpital Irilov de Tel Aviv. Comme tout établissement en Israël, il y a des réservistes parmi les employés. Ce médecin a passé 6 mois qu'il qualifie d'effrayants sur le front pour aller chercher les soldats blessés. Désormais, ce sera sans lui. Tout ce qu'on voit maintenant à Gaza, enfin tout ce que je vois moi, ce sont des destructions des infrastructures, des maisons et des chances de tout accord de paix avec les Palestiniens. À 51 ans, l'anesthésiste a indiqué à ses supérieurs qu'il était plus utile à ses patients qu'à Gaza. Nir Avishai Cohen a 43 ans, ancien officier de réserve dans l'infanterie. Il a été mobilisé 3 mois, mais a lui aussi décidé de ne plus porter l'uniforme. La chose la plus importante que je puisse faire maintenant en tant que citoyen est de désobéir. Il y a des crimes de guerre à Gaza, commis par l'armée. Cette guerre aurait dû se terminer non pas aujourd'hui, ni demain, mais il y a 1 an. Yasmina Srargis, le mouvement de contestation en Israël, de l'extérieur en tout cas, il a l'air sans précédent, y compris malgré les événements du 7 octobre. Oui, je pense qu'on est sur un moment assez historique où un certain nombre de mouvements, que ce soit la gauche qu'on a appelée historiquement pro-paix, donc un certain nombre de mouvements qui appellent à une solution à 2 États, se sont ralliés à un mouvement qui préexistait toute la séquence et toute la guerre qui a pu y avoir depuis 2 ans, à savoir l'opposition politique à Benjamin Netanyahou, qui aujourd'hui, selon les derniers sondages, mènerait au pouvoir Naftali Bennett si des élections avaient lieu demain. Naftali Bennett, rappelons-le, qui a amené dans sa coalition Mansour Abbas, donc un arabe, et qui a porté un nouveau message de ce qu'Israël pourrait être dans un avenir à peu près prochain et proche de reconstruction, en tout cas en interne, parce que ça va être aussi un enjeu pour la société israélienne. Et qui avait lui-même interrompu brièvement le règne de Benjamin Netanyahou au pouvoir. Tout à fait, et alors que sur l'échiquier politique, il était très très à droite, beaucoup ont été surpris de voir que la pérennisation... Le foyer juif, son parti arrivait à se
correspondre avec d'autres partenaires. Tout à fait, et que la pérennisation de ce qu'on a appelé les accords d'Abraham a connu son pic en réalité sous l'ère de Naftali Bennett, avec des coopérations et des deals quotidiens et des visites bilatérales de ministres arabes et de ministres israéliens dans les pays des accords d'Abraham, principalement les Émirats. Et donc, oui, il y a aujourd'hui des demandes de revoir une personnalité comme celui-ci qui semble plus à même de reconstruire la confiance. Pour autant, le mouvement contestataire, dans son immense majorité en Israël, ne réclame pas un État palestinien, à l'image d'ailleurs de l'opinion publique israélienne dans son ensemble. Ils demandent à leur leadership des résultats clairs, à savoir principalement la question des otages. La guerre perdure, mais les otages ne reviennent pas. Donc ça va être évidemment en interne, ça va être la principale question. Mais la question palestinienne, elle, n'est pas du tout au cœur des préoccupations. Elle ne semble pas l'être, en tout cas. Je pense qu'il est assez tôt pour le dire. Il y a également dans les rues, dans certains slogans, un appel à l'arrêt de ce qui est en train de se dérouler sur le plan humanitaire et le Capharnaüm auquel on assiste à Gaza. Et par ailleurs, plusieurs pancartes, dont celle que vous avez montrée sur les images, appellent à une paix avec l'Arabie Saoudite. Donc, qui passe par la création, ou en tout cas un processus allant vers la création d'un État. Voilà, qui passe par la reconnaissance de l'État palestinien et des droits pour ce peuple de vivre à côté d'Israël. On évoquait l'aide humanitaire il y a quelques minutes avec vous, Yasmina Asrargis. Où en est-on, Maya Anaïs Yatagen? Benyamin Netanyahou a assuré qu'une reprise aurait bien lieu. Alors on a bien vu des camions d'aide humanitaire arriver effectivement dans l'enclave de Gaza, avec une centaine ce jeudi selon Israël, avec de la farine, de la nourriture pour bébés ou encore du matériel médical. Mais ça, c'est bien loin des 500 camions d'aide humanitaire qui arrivaient tous les jours avant le 7 octobre. Bilan, eh bien, quand on regarde sur cette carte, on voit que la quasi-totalité de la population est dans une situation classée catastrophique. Pour rappel, depuis le 2 mars, il n'y avait aucune aide humanitaire qui ne pouvait pénétrer dans l'enclave. Selon Israël, c'est parce que cette aide était captée, détournée par le Hamas. Le Conseil de l'Europe avait alors accusé Israël de créer une famine délibérée. Des ONG parlaient du blocus comme d'un outil d'extermination des près de 2 millions de Palestiniens qui y vivent. C'est cette pression internationale qui a fait céder, reculer Netanyahou, mais les ONG continuent de s'inquiéter, et notamment les Nations Unies. Pourquoi? Parce qu'il y a le plan Donald Trump soutenu par le gouvernement israélien qui prévoit une centralisation de l'aide et de la distribution qui serait confiée à l'armée israélienne avec des sociétés privées américaines qui rentreraient dans la danse. C'est un projet qui est rejeté par les Nations Unies et par les ONG en vertu de principes de neutralité, d'indépendance et d'impartialité qui ne seraient pas proposés, respectés dans cette solution selon eux. Merci Maya Anaïs Yatagen. En autorisant l'ONU à reprendre l'aide humanitaire à Gaza, Benyamin Netanyahou a sans doute cédé à l'amicale pression des États-Unis de son allié Donald Trump, Sonia Dridi. Oui, des sources proches du président américain assurent que Donald Trump est très frustré par le conflit à Gaza. Selon le média Axios, il est touché notamment par les images des enfants palestiniens qui souffrent. Et il aurait demandé il y a quelques jours à des conseillers de presser le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou pour qu'il mette fin au conflit au plus vite et qu'il laisse passer de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, ce qui explique le fait qu'Israël a finalement laissé entrer des camions d'aide humanitaire dans la bande de Gaza au compte-gouttes. Donald Trump qui s'est entretenu hier avec le Premier ministre israélien à la suite du meurtre de 2 employés de l'ambassade israélienne à Washington. La Maison-Blanche a parlé d'une discussion productive. Elle assure que les 2 hommes ont une relation de confiance, mais en coulisses, cette relation se refroidit. D'ailleurs, l'administration Trump a décidé il y a peu de négocier directement avec le Hamas pour libérer le dernier otage israélo-américain dans la bande de Gaza. Donald Trump affiche également sa volonté de négocier directement avec l'Iran. Donc c'est un changement de cap. Et selon un officiel de la Maison-Blanche, eh bien Donald Trump était très satisfait de son voyage au Moyen-Orient, mais il considère que la guerre dans la bande de Gaza est un frein à ses plans dans la région. Et d'ailleurs, on voit qu'il a soigneusement évité de faire une étape en Israël lors de ce déplacement. Yasmina Asrargis, il commence à y avoir de sérieuses dissensions entre Américains et Israéliens, libération d'un otage américain ou israélien négocié directement par Washington, tout comme d'ailleurs un cessez-le-feu avec les Houthis, sur fond de négociations entre Washington et Téhéran en direct.
Je pense que le principe de réalité est ce qui anime en ce moment même l'approche de que ce soit le président Donald Trump ou le secrétaire d'État Rubio, qui hier encore a expliqué notre positionnement sur l'aide humanitaire et le déploiement de notre action dans la région est lié à notre intérêt national. Donc Netanyahou aujourd'hui est dans une position assez inconfortable parce que Donald Trump, à Riyad, à Doha, puis aux Émirats arabes unis, a eu le même message. Il n'y aura pas de paix par la prospérité ou de paix par la force, qui sont les deux slogans aujourd'hui et les deux l'approche réelle politique qui imbibe toute la politique de Trump. Il n'y aura ni l'un ni l'autre dans la région tant que la situation à Gaza n'est pas prise en charge et de manière extrêmement sérieuse, qu'il s'agisse du plan humanitaire, mais aussi sur le plan politique, avec une réelle désescalade et un retour des acteurs humanitaires historiques qui savent travailler sur un terrain en grave difficulté. Jusqu'où pourra aller Donald Trump pour contraindre Benyamin Netanyahou? Est-ce que d'ailleurs Donald Trump lui-même a renoncé à son projet de Riviera à Gaza? Alors, après sa tournée au Proche-Orient et sa rencontre notamment avec les Saoudiens? Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui avec les informations qu'on a, c'est que suite à la visite au Moyen-Orient, un nouveau dossier s'est ouvert parce que Gaza n'est pas la seule priorité de l'administration américaine. Vous avez aussi l'Iran. Et aujourd'hui, à Rome, des pourparlers ont lieu avec Steve Witkoff, donc l'envoyé spécial de Trump pour le Moyen-Orient, une délégation iranienne, et le tout sous médiation d'Oman, ce qui est très nouveau dans ce genre de négociations. Et suite à une certaine inflexion, disons, les Américains ont accepté qu'une délégation israélienne puisse venir à la fin de ces négociations pour être débriefée en temps réel sur ce qui s'est dit. On voit que le ton a légèrement changé vis-à-vis de ce qui a été la levée des sanctions vis-à-vis de la Syrie, qui a été très très mal perçue par Israël parce qu'il n'avait pas été préalablement au courant. Donc, en parallèle de ces négociations qu'on voit entre Iran et États-Unis, vous avez les Israéliens qui essayent de se positionner sur ce même enjeu en envoyant des messages très très clairs à Téhéran, notamment de destruction de leurs infrastructures. Ouais. Merci beaucoup Yasmina Asrarguis, beaucoup donc de points encore en suspens et qui vont peut-être appeler à des réponses prochaines. Merci d'avoir été avec nous dans Le Monde dans tous ses états, une émission que vous pouvez retrouver sur notre site internet france24.com et on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro.